cette reprise est différentielle, que justement les pays émergents s'en sortent beaucoup mieux que les autres dans cette reprise, mais le contexte lui-même est celui qu'on définit comme celui d'une reprise sans emploi. Alors, une reprise sans emploi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne correspond pas à la définition qu'on se fait habituellement d'une reprise. Ça veut dire la chose suivante, c'est que les gains de productivité qui ont eu lieu au cours des années récentes ont été tels, et c'est excellent pour nous, ont été tels que tous les emplois qui ont disparu ne sont pas nécessaires, il n'est plus pas nécessaire de les recréer automatiquement. Et c'est là un des grands challenges, un des grands défis devant lesquels nous nous trouvons. Une chose dans laquelle nous avons réussi, certainement, c'est l'informatisation, c'est l'automation. Nous sommes arrivés, effectivement, à remplacer des tâches pénibles par des machines qui le font. Nous sommes arrivés à faire des calculs qui prenaient plusieurs heures avec une règle à calculer. La machine, l'ordinateur le fait maintenant en des fractions de secondes. Ça n'a pas été qu'une bonne chose pour la finance en particulier, parce que les choses sont allées tellement vite qu'on a fini par vendre des produits dont on ne savait plus exactement comment ils fonctionnaient. On faisait confiance à la simulation que faisait l'ordinateur pour nous dire comment ça allait pouvoir marcher. Dans ce monde où nous sommes, le travail ne reviendra plus comme avant. Beaucoup du travail qui est du travail, je dirais, de type non qualifié ou spécialisé, est parti vers les pays où il coûte beaucoup moins cher. Bon, il ne reviendra pas. On nous dit dans les journaux, on dit il faut absolument que, quand l'Amérique cessera d'avoir son dollar comme une monnaie de référence, il faut absolument qu'elle se réindustrialise. Mais oui, mais comment va-t-on réindustrialiser l'Amérique? Comment est-ce que ça se fait? Il y a effectivement encore de la recherche dans des domaines extrêmement importants, comme, je ne sais pas, les nanotechnologies, la biotechnologie, etc. Mais on le sait bien, ce ne sont pas des industries où on utilise des dizaines ou des centaines de personnes pour faire le travail. Ce sont des industries qui sont extrêmement économes du travail qui est utilisé. Alors, le problème dans lequel nous allons nous trouver, il y a un problème plus général, c'est le problème de la main-d'œuvre lié au vieillissement des populations, mais il y a un autre problème qui est le suivant, c'est que le travail devient une denrée rare. Or, la plupart des gens trouvent les revenus qui leur permettent de consommer, ils les trouvent dans la rémunération de leur travail. J'y ai fait allusion hier quand je me suis adressé à un petit groupe, quand j'étais gosse. On nous parlait de l'an 2000 et on nous disait l'an 2000, ce sera un moment où on ne travaillera pratiquement plus, mais on sera très très bien payé. Pourquoi? On aura été remplacé par des robots dans tout ce que nous faisons. Mais ce que l'on a constaté, c'est que la libération du travail qui était produite par l'automation n'a pas son bénéfice n'a pas été redistribué aux gens qui dorénavant pourraient avoir les loisirs de le faire. Dans le fonctionnement des entreprises telles que nous les connaissons, ce sont les propriétaires de l'entreprise ou les investisseurs, ceux qui apportent le capital, ce sont eux qui bénéficient d'une augmentation des bénéfices, des recettes. Et quand l'ouvrier est licencié, on lui donne, on peut éventuellement une compensation pour le fait d'avoir perdu, mais il ne bénéficiera pas à l'avenir du travail que le robot fait à sa place. C'est terminé une fois pour toutes. Alors voilà également le monde dans lequel nous nous trouvons. Le monde dans lequel nous nous trouvons, il faut éviter l'emphase, mais il est rare. Il est très très rare pour des représentants de la race humaine comme nous sommes de se dire nous sommes un tournant de la manière dont notre espèce vit à la surface de la planète. Or, c'est vrai. Dans notre cas, c'est vrai. Il y a tout à réinventer. Monsieur Marcel Côté, tout à l'heure, a parlé de révolution, de nouvelle révolution. La bonne nouvelle, c'est que oui, elle aura lieu. La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes tous embarqués, que nous le voulions ou non. Nous devrons la faire. Nous devrons la faire. Alors, pouvons-nous la faire? Pouvons-nous la faire? J'ai une formation de sciences humaines. Et avant de travailler dans la finance, pendant à peu près une vingtaine d'années, j'ai travaillé dans le domaine, dans les universités, j'étais anthropologue, j'ai travaillé sur le terrain. J'ai travaillé sur le terrain comme représentant des Nations Unies en Afrique. J'ai fait mon terrain d'anthropologue en devenant pêcheur dans une petite île. Et il faut réfléchir, comment sommes-nous arrivés là où nous étions? Eh bien, nos sociétés, je ne vais pas parler de la Terre entière, mais de nos sociétés occidentales,
Nous avons un passé où notre société a été créée par des guerriers. Ces guerriers se sont appropriés la terre, se sont transmis de père en fils la terre autour d'eux, et ils ont employé des gens qui les autres, ceux qui n'étaient pas eux, ils les employaient à travailler pour eux. Les guerriers ne travaillaient pas, à part durant les guerres où ils défendaient leur territoire, où on conquérait d'autres. Et ces gens nous ont livrés à un monde dans lequel nous trouvions. Ils faisaient régner un certain ordre par la violence. Il y avait dans ce monde une nécessité de distribuer les produits autour de soi, et ce sont les marchands qui s'en occupaient. Et les marchands, vous le savez, manipulaient de l'argent. Ils achetaient quelque chose quelque part et ils allaient le revendre plus loin et faisaient un petit bénéfice sur l'opération. Je passe plusieurs siècles, mais petit à petit, on s'est rendu compte que ce travail que le guerrier obtenait d'un autre en l'asservissant, en le faisant travailler pour lui, ce travail, on peut l'obtenir également par l'argent. On peut payer quelqu'un pour faire le travail. Voilà, c'est ça qui s'est passé. L'argent est arrivé à la place où se trouvait la violence et est arrivé à rendre le même type de service, en particulier vis-à-vis du travail. Ces guerriers avaient des valeurs. Ils avaient des valeurs, en particulier, ils avaient la valeur de l'honneur, comme on l'appelait. Cette valeur de l'honneur, on peut lui donner un autre nom aussi, on peut l'appeler l'intégrité. L'intégrité. Vous savez qu'on parle beaucoup de la compagnie Goldman Sachs ces jours derniers. La compagnie Goldman Sachs a reçu des commandes d'un certain monsieur qui avait intérêt à ce qu'un produit vendu par Goldman Sachs soit de la plus mauvaise qualité possible parce qu'il pariait sur le fait que ce produit se dévaloriserait, se déprécierait. Ce produit, Goldman Sachs l'a quand même vendu à ses clients habituels qui, eux, de bonne foi, ont cru qu'un produit vendu par une firme d'une telle réputation était un bon produit, qu'il fallait l'acheter. Or, la compagnie savait que ce produit était de mauvaise qualité puisqu'elle l'avait laissé se concevoir, se faire de cette manière-là. Goldman Sachs se défend en disant ça ne s'est pas passé exactement comme le dit le gouvernement américain par la bouche de la SEC, la Securities and Exchange Commission, qui est le régulateur. Mais la question n'est pas là. La question n'est pas là. Elle est au niveau de ce qu'on appelait autrefois dans les sociétés de guerriers, au niveau de l'honneur, au niveau de l'intégrité. Le problème n'est pas de savoir s'il y a-t-il dans les petits caractères en bas du contrat, s'il était mentionné le nom de M. Paulson qui avait demandé que le produit soit de mauvaise qualité. Le problème, c'est la question de l'intégrité. Cette intégrité, d'une certaine manière, elle a disparu. Je parlais l'autre jour avec une journaliste, c'était juste avant de venir ici, à l'époque où j'attendais des nouvelles, savoir si je trouverais l'avion ou non. Et cette dame me dit, oui, mais ils ont tous fait pareil, ils ont tous fait comme Goldman Sachs. Et je lui dis, si c'est vrai, c'est encore plus grave. Ça veut dire que le problème n'est pas celui du rotten apple, comme on dit en anglais, de juste une pomme pourrie dans le panier, c'est un problème beaucoup plus général. Si ce problème de perte de l'intégrité est général, il y a un problème très très sérieux. Il faudra, à l'avenir, ça s'applique au Québec, ça s'applique à tous, il faudra retrouver ce qu'on appelait autrefois l'honneur et ce qu'on appelle aussi l'intégrité. C'est très très important. S'il n'y a pas d'intégrité, il n'y a plus de confiance possible. Or, nous vivons dans des sociétés où nous dépendons tous les uns des autres.